Bonsoir à tous, Yacouba Ouedraogo en direct avec vous depuis le studio 52 de la Voix de l'Amérique. Bienvenue dans ce magazine spécial hebdomadaire de VOA Afrique consacré à la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous sommes en direct sur nos télévisions et radios partenaires et nos plateformes sociales dont Facebook. Nous sommes de plein pied dans ce mondial Qatari. Une semaine de compétition déjà écoulée et fortune diverse bien sûr pour les équipes en général, celles africaines en particulier. Tout de suite, les titres de ce deuxième numéro. Seulement une victoire, celle du Sénégal en 7 matchs pour l'Afrique dans ce mondial Qatar 2022. Le suspense monte sur le continent et l'horizon des huitièmes de finale refuse de s'éclaircir pour les Africains. Décryptage tout à l'heure. L'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, le Japon qui dépose l'Allemagne. Qatar 2022 ne manque pas de surprendre. Et que dire des stars attendues? Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Ronaldo ont-ils été convaincants d'entrer? Analyse dans ce magazine. Depuis une semaine, l'Afrique et le monde vibrent au rythme de la 22e édition du Mondial Qatar 2022. Certaines équipes attendues comme la France, championne du monde en titre, le Brésil numéro 1 au classement FIFA, répondent présentes. D'autres sélections par contre, comme l'Argentine et l'Allemagne, piétinent d'entrée. Côté africain, c'est un début difficile pour la plupart. Défaite d'entrée pour le Cameroun, le Ghana et le champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Match nul pour la Tunisie et le Maroc. Bien sûr, il faut signaler la victoire sénégalaise face au Qatar hier vendredi. On fait le point avec Lionel Gaïma. Seulement 2 petits buts inscrits par les Black Stars, André Ayew et Ousmane Boukari n'ont pas empêché la défaite du Ghana face au Portugal, 3-2. C'est ce que l'Afrique affichait au compteur des goals après les matchs de la première journée bouclée jeudi. Comme le Ghana, le Sénégal est passé à la trappe face aux Pays-Bas, tout comme le Cameroun qui est tombé devant la Suisse. Seule la Tunisie qui a fait jeu égal contre le Danemark et le Maroc qui a accroché la vice-championne en titre. La Croatie ont offert à l'Afrique ses premiers points dans cette Coupe du Monde. Le Sénégal a refait naître des espoirs après sa victoire lors de son deuxième match, la première pour l'Afrique dans ce mondial. Entre doute et confiance, les Africains ont des avis partagés sur les premiers matchs de leurs représentants. Le match était bon et nous sommes fiers de l'équipe et du résultat. C'était un match serré et difficile car nous jouions contre les vice-champions du monde 2018. C'était donc un match très dur et le résultat 0-0 est satisfaisant pour les deux équipes. L'équipe camerounaise, le premier mi-temps c'était bon, mais le deuxième mi-temps, je ne sais pas ce que le coach a dit aux joueurs. On n'est pas bien joué pour le deuxième mi-temps. Ce mondial qatari, c'est aussi celui des surprises. Nul ne l'a vu venir, mais l'Arabie Saoudite a douché la grande Argentine de Lionel Messi et le Japon a froidement accueilli l'Allemagne, championne du monde en 2014. Par contre, la France, l'Angleterre et l'Espagne et le Brésil ont annoncé les couleurs, s'imposant avec la manière. Pour l'heure, Qatar 2022 semble refléter un nivellement des équipes dans l'ensemble. Difficile donc de prédire qui va succéder aux Français champions du monde. Merci Lionel pour décrypter tout cela dans ce studio avec moi. Notre collègue Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Bonsoir Yacouba et bonsoir chers téléspectateurs. Eric, ce fut véritablement une semaine de foot. Effectivement, c'est la deuxième semaine qui va être très intense, d'autant plus que la phase de poule finit la semaine prochaine, mardi. Voilà, qui est bien dit. Elle est avec nous, installée dans son habituel canapé. Je parle bien évidemment de Nanit Talani. Bonsoir Nanit. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous. Moi, je suis prête à vous servir plein de choses, mais surtout vous emmener à la découverte d'une folle de foot. C'est pour tout à l'heure. Merci Nanit de nous mettre l'eau à la bouche. Toujours un invité bien sûr surprise dans cette émission. C'est sa première fois d'intervenir. Il est au téléphone, l'ancien international togolais Agbenyiga Amouzou, dit coach Fofo, fondateur et encadreur au centre de formation de football ESIDA dans le Maryland, ici aux États-Unis, est avec nous. Coach Fofo, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Et vraiment très content d'être parmi vous. Merci d'être parmi nous au téléphone. Et puis, vous le connaissez désormais, le journaliste sportif béninois Bruno Awoyo est en direct depuis notre studio à Paris, en France. Bonsoir Bruno et bienvenue. Bonsoir Yacouba, bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être là. Merci à tous de votre présence. Depuis une semaine, Eric le disait, l'Afrique et le monde vibrent au rythme
du mondial Qatar 2022 où se déroule bien sûr le mondial. Pour rappel, l'Afrique compte 5 représentants dans cette 22e édition. Le Ghana, le Sénégal, le Cameroun, le Maroc et la Tunisie. Lions indomptables et Aigles de Carthage comptent 2 sorties dans cette Coupe du Monde et voient leur sort se dessiner petit à petit. La Tunisie s'est inclinée ce matin, malheureusement, pour son 2e match. Alors, Eric, pour commencer, on va se pencher sur les positions de ces 2 équipes africaines-là, celle tunisienne et celle sénégalaise, dans leurs poules respectives. Tout à fait, Yacouba. Le nul hier vendredi entre les Pays-Bas et l'Équateur laisse ces 2 nations à 4 points et en position favorable pour la qualification dans le groupe A. Le Sénégal, qui a offert au continent sa première victoire contre le pays hôte, se relance en vue d'un ticket en 8e de finale que les Lions de la Teranga chercheront à obtenir mardi contre l'Équateur. Enfin, le Qatar, battu par le Sénégal, est devenu la première nation éliminée de son mondial 2022 avant même son dernier match face aux Néerlandais mardi prochain. Et dans le groupe D, la Tunisie s'est mise dans une situation très délicate, Yacouba, en s'inclinant ce samedi 1-0 devant l'Australie pour espérer encore se qualifier pour les 8e de finale. Les Aigles de Carthage, qui ne comptent qu'un seul point, devront impérativement battre la France, championne du monde en titre, lors de la dernière journée. Merci Eric de planter le décor. Alors, on l'a vu, Bruno, je m'adresse à vous. Le Sénégal et la Tunisie n'ont plus qu'un match de poule à disputer, chacun dans cette phase de groupe. Alors, quelle appréciation faites-vous de leur place dans leur groupe respectif? Pour la Tunisie, il y a un vrai déficit dans l'animation offensive. C'est insuffisant après ces 2 premiers matchs. Ce match contre l'Australie a été totalement bâclé de la part des Aigles de Carthage. Ils n'ont pas réussi à répondre aux attentes. Ils n'ont vraiment pas été performants offensivement et défensivement aussi. Ils auraient pu concéder d'autres occasions. En ce qui concerne le Sénégal, le Sénégal se rapproche tout doucement du second tour. Et vraiment, ce match face à l'Équateur est une finale. Les hommes d'Aliou Cissé ont vraiment mérité leur succès. Ils ont eu quelques difficultés, mais offensivement, des joueurs se libèrent, comme Iliman Ndiaye, comme Boulaye Dia, Bamba Dieng. Et avec l'absence de Sadio Mané, c'était pas certain. Là, je pense que des leaders peuvent potentiellement se révéler pour ce dernier match face à l'Équateur. Voilà qui a dit. Alors, coach Fofo, Bruno l'abordait brièvement. Le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, peut-il encore se tirer d'affaire dans cette poule A? Et pour rappel, il lui reste un match à jouer contre l'Équateur. Oui, pour ce match, je crois que le Sénégal, comme mon président venait de le dire, il y a une question de confiance au niveau de tous ces attaquants sénégalais. Malgré l'absence de Sadio Mané, ça pèse et ils n'arrivent pas à se délibérer. Donc, à la fin du match, le dernier match qu'ils ont pu gagner 2-1, ce match vient de libérer la cohésion sénégalaise. Donc, nous espérons que contre l'Équateur, ça soit vraiment, vu ce que j'ai vu hier contre la Hollande, que l'Équateur a donné, ça va être vraiment la finale avant la finale. Donc, ça va être un match vraiment clé. Il faudrait que le Sénégal vienne ne pas faire la première mi-temps qu'ils ont fait médiocrement, mais vient circuler le ballon et jouer, être prêt physiquement à combattre les Équateurs, parce que l'Équateur vient avec la force et ils ont vraiment des vieux loups devant, comme Valence, et qui est là tout le temps à sur le ballon. Donc, je crois que le Sénégal doit se ressaisir et voir sa stratégie de jeu, surtout le milieu vers l'attaque doit être recomposant de manière à arracher une victoire contre l'Équateur la semaine prochaine. Merci, coach Fofo. Alors, Bruno, il reste aussi un seul match à jouer pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage feront face à la France, qui a encore gagné ce matin et qui s'est qualifiée d'ailleurs pour les 8e de finale. Même si tout est possible, disons, en football, l'équation s'annonce quand même difficile. Oui, je pense que ça va être compliqué. Après, en jouant sur le patriotisme, sur la motivation, les hommes de Djalel Kadri peuvent tout à fait sortir une grosse performance, sachant que la France a parfois tendance à déjouer. Même les Bleus ne se sont pas imposés facilement lors de leurs 2 premières rencontres. Donc après,
malheureusement, la Tunisie, c'est un peu dommage parce qu'avec les joueurs qu'il y a dans ce milieu de terrain, avec Laïdouni, Skiri, il y avait une possibilité peut-être d'avoir un jeu un peu plus offensif, un peu plus léché, mais malheureusement, quand vous n'y arrivez pas, quand vous avez aussi parfois un déficit de moyens dans votre fédération, ou alors que vous avez des difficultés à construire une équipe très très compétitive, malheureusement ça arrive, mais en tout cas si la Tunisie a eu des difficultés offensives, ça ne veut pas dire qu'elle a été ridicule à cette Coupe du Monde. Elle a été assez performante, même si on peut toujours faire mieux, et on pouvait espérer que les Aigles de Carthage soient mieux positionnés dans leur groupe à la fin de ce second match. Merci Bruno. Je le disais, tout n'est pas fini. Les 3 autres représentants africains, le Maroc, le Cameroun et le Ghana, comptent jusqu'ici un seul match chacun, perdu par les Black Stars et Lion indomptable. Et match nul pour les Marocains. Eric, à quoi ressemble le classement de ces pays dans leurs poules respectives? Alors, Yacouba, dans le groupe F, les Marocains doivent absolument obtenir un résultat contre la Belgique demain dimanche, après leur nul d'entrée face à la Croatie, pour continuer de rêver. Pour leur dernier match de poule, ils feront face au Canada jeudi prochain. Et dans le groupe G, le Cameroun, battu par la Suisse, affronte lundi la Serbie. Une défaite sera synonyme d'élimination avant la dernière rencontre face au Brésil. La Suisse et le Brésil sont à 3 points et en position favorable pour la qualification dans ce groupe. Et dans le groupe H, les Black Stars du Ghana sont concentrés sur leur deuxième match contre la Corée du Sud lundi, après leur défaite face au Portugal. Le Ghana peut-il faire l'exploit? Yacouba, on le saura lundi. Tout près n'est pas loin, comme le disent les Ivoiriens. Alors, coach Fofo, le Maroc a réussi à accrocher la Croatie et défiera maintenant la Belgique. Jusqu'ici, un leader de ce groupe F. Les Lions de l'Atlas devront y aller quand même décomplexés demain dimanche, même si cette fois-ci, il faudrait marquer des buts pour espérer mieux. Oui, je crois bien que les Lions de l'Atlas devront y arriver. Mais hélas, moi, comme je le dis tout le temps, cette Coupe du Monde ne donne pas une favori. Il n'y a pas de petite équipe. Tout le monde vient jouer, vient gagner. Donc, je crois que les Marocains doivent encore se ressaisir et présenter cette sérieux du premier match pour arriver à arracher des points pour continuer le parcours dans cette deuxième tour. Voilà, on a perdu coach Fofo qu'on va espérer reprendre d'ici là. Alors Bruno, on en vient au groupe G, celui du Cameroun, tombé face à la Suisse et qui doit maintenant jouer les équipes les plus difficiles de cette poule-là, la Serbie et le Brésil. Après la première sortie des Lions indomptables, comment entrevoyez-vous la suite pour eux, très rapidement? Je pense que cette équipe du Cameroun n'a pas à rougir de sa première prestation face aux Suisses. Je pense que les Lions indomptables ont encore une marge de progression dans le jeu. Il y aura ce match face à la Serbie qui va vraiment être coup près. Je pense qu'il faut y aller à fond, et je pense qu'avec les flèches qu'il y a, avec que ce soit Mbeumo, que ce soit dans le contrôle du ballon avec Zambo Anguissa et Ongla, je pense que cette équipe du Cameroun a tout à fait ses chances face à la Serbie puis face au Brésil. Coach Fofo, on vous reprend. L'équipe du Ghana a montré de belles choses face au Portugal. Même si elle a perdu, les Black Stars réapparaissent lundi face à la Corée du Sud, avant l'Uruguay. Vous y croyez? Ben oui, j'y crois beaucoup, mais ça va pas être facile. Vu ce que j'ai vu quand les Coréens ont démontré, il faudrait venir vraiment à la ceinture bien serrée et réorganiser le milieu de terrain et voir comment le Ghana va imposer dans les premiers 15 minutes. C'est ça qui va donner la transition et voir le Ghana au prochain tour. Alors, Bruno, très rapidement également, pour ce qui est du groupe B, celui des États-Unis, Team USA compte 2 points en 2 sorties et un dernier match à jouer face à l'Iran. Les Américains, disons, ont-ils la possibilité, les moyens surtout, de franchir ce premier tour? Oui, ils ont vraiment été très prometteurs face aux Three Lions anglais, avec un milieu de terrain que j'ai beaucoup aimé, Younous Moussa, le joueur de Valence, qui a été très performant avec Tyler Adams et Weston McKennie. C'est une équipe très prometteuse, très disciplinée, qui fait bloc derrière son coach. Il n'y a aucune raison que Team USA ne soit pas performante face à l'Iran. C'est une équipe prometteuse. Je pense que au niveau de la vitesse et de la vivacité de ses attaquants, Pulisic et Weah, ça peut vraiment
embêté Team Melli, l'équipe iranienne. Et même si l'Iran a battu le Pays de Galles, ils n'ont pas été vraiment convaincants. Là, il y a vraiment quelque chose à faire pour Team USA pour passer ce premier tour. Ben écoutez, nous sommes aux États-Unis. Tout le mal qu'on leur souhaite, bien sûr, c'est de passer cette phase de poule. Ces matchs de poule, justement, s'achèvent le vendredi 2 décembre. Pour rappel, seuls les 2 premiers de chaque groupe verront les 8e de finale. Une interrogation simple, mais compliquée quand même. Si 2 équipes ont le même nombre de points, comment savoir laquelle passe en 8e de finale? Nanit, avec vous, on découvre ou on redécouvre les règles prévues par la FIFA en la matière. Alors Yacouba, vraiment, c'est le casse-tête de la phase de groupe. Par ordre d'importance, il faut alors regarder la meilleure différence de but général, souvent appelée goal average. On fait alors la différence entre le nombre de buts marqués et celui encaissé. Si là aussi l'égalité persiste, la différence particulière de points s'applique. L'équipe qui a marqué plus de buts dans la confrontation directe face à son concurrent l'emporte. Si les 2 équipes ont fait match nul, alors la règle du fair play s'applique. Dans ce cas, l'équipe qui totalise moins de cartons jaunes et rouges reçus pendant la phase de groupe passe. S'il y a toujours égalité, on passe alors au tirage au sort. Merci Nanit et à tous d'ailleurs. Ne bougez pas, on marque une courte pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Merci de votre fidélité. Je rappelle que vous regardez ce magazine spécial de la VOA consacré à la Coupe du Monde. Avec moi ici en studio, mes collègues Eric Manirakiza et Nanit Talani. Au téléphone, notre consultant sportif Agbenyigan Amouzou, ancien international togolais et entraîneur. Il a encore appelé coach Fofo pour cette seconde partie de l'émission. Notre envoyé spécial à Dakar au Sénégal, Abdourahmane Dia, nous a rejoint. Bonsoir Abdou. Les Lions de la Teranga se sont relancés hier dans la compétition grâce à leur victoire face aux pays hôtes et comptent 3 points en 2 matchs de poule. Il leur reste une finale, on va l'appeler comme ça, à jouer face à l'Équateur. Comment les Sénégalais appréhendent ce match? Alors, Yacouba, il faut dire que les Sénégalais ont fini de célébrer leur victoire hier. Ils ont maintenant les yeux rivés sur le prochain match mardi contre l'Équateur, ce que vous appelez une finale, la finale de la poule. Et ça, en fait, commencé hier lors du match entre les Pays-Bas et l'Équateur. Les Sénégalais s'intéressaient beaucoup à ce match. Ils espéraient une victoire des Pays-Bas. Malheureusement, il y a eu match nul. Donc, pour beaucoup, ça rend un peu plus la tâche difficile pour les Lions. Par contre, d'autres estiment qu'en fait, c'est un bon résultat et que le Sénégal est en fait en meilleure posture parce que là, il faut aller chercher la victoire. On ne peut pas rester là à calculer un match nul. C'est la victoire où on rentre. Donc, pour eux, c'est un peu une source de motivation, même si on sait que ce ne sera pas facile. Le maître mot ici, à Dakar, en tout cas pour les supporters, ne pas sous-estimer l'Équateur. C'est un peu le mot qu'ils se sont passés. Ils ont vu cette équipe jouer. C'est une équipe assez coriace et qui a aussi un buteur très efficace. Donc, ils savent à quoi s'attendre mardi prochain. Absolument. Alors, Abdou, comment les Sénégalais, justement, apprécient le coaching d'Aliou Cissé en l'absence de Sadio Mané? Alors, disons qu'il s'est un peu réconcilié avec beaucoup de Sénégalais qui l'ont critiqué lors du premier match contre les Pays-Bas. On a eu 3 buts marqués par des attaquants. Certains se posent quand même la question un peu de savoir pourquoi il a mis 2 attaquants de pointe. Mais comme on dit ici au Sénégal, on a 17 millions d'entraîneurs, donc chacun a son avis là-dessus. En tout cas, pour les profanes comme moi, la plupart d'entre eux disent en tout cas que ça a été payant puisque les 3 attaquants ont marqué et c'est l'essentiel. Il faut marquer des buts si on veut gagner. Merci Abdourahmane Dia. Je rappelle que vous étiez en direct de Dakar où vous êtes notre envoyé spécial. Ne bougez pas, on reste toujours avec les Lions de la Teranga. Alors Bruno, dites-moi, ce mondial, comme tous les autres, c'est celui des surprises ou des sensations. Que retenir après une semaine de compétition?
Je ne sais pas si Bruno m'entend. Alors, je reprends. Bruno, je le disais, ce mondial, c'est celui des surprises. On a vu l'Arabie Saoudite battre, par exemple, l'Argentine. On a vu le Japon jouer un sale tour à l'Allemagne. C'est aussi un mondial de surprises. Qu'est-ce que vous retenez justement après une semaine de compétition? Ouais. La ligne se complique donc avec Bruno depuis notre studio à Paris. Alors Eric, je me tourne à vous. Jusqu'ici, c'est pas un mondial qui a beaucoup souri, on va les appeler comme ça, aux stars. Tout à fait, Yacouba. Lionel Messi est venu pour continuer d'écrire sa légende, mais après le fiasco contre l'Arabie Saoudite, son rêve de soulever la Coupe du Monde ne tient qu'à un fil. Une défaite contre le Mexique, match en cours, et il rentre à la maison. Neymar, le maître à jouer du Brésil, grand favori du tournoi, s'est fait une entorse jeudi lors de la victoire de la Seleção face à la Serbie. Ney est forfait pour le prochain match lundi contre la Suisse, mais il a dit avoir bon espoir de guérir au plus vite. Le Portugais Cristiano Ronaldo est entré jeudi dans l'histoire en devenant le premier joueur à avoir marqué au moins un but au cours de 5 éditions de Coupe du Monde. Kylian Mbappé, qui a déjà inscrit 2 buts, reste un moteur explosif pour l'équipe de France. Il a totalisé aujourd'hui 3 buts face au Danemark. Voilà, qui est bien dit, nous sommes à Washington et on s'intéresse bien sûr de près à cette équipe américaine qui a joué son deuxième match hier vendredi face au leader de son groupe, l'Angleterre. Notre collègue Roger Moutou a suivi la rencontre dans un bar avec des fans de Team USA. Il a recueilli quelques réactions après la rencontre. Regardez. Tout le monde savait que ça allait être difficile. Mais une score de 0-0, je prends ça. Ouais, j'accepte ça. C'est mieux que de perdre. Je pense qu'ils se sont très bien débrouillés. Je pense que c'était une surprise. L'Angleterre est, vous savez, une équipe favorite pour gagner la Coupe du Monde. Et je pense que les États-Unis ont très bien joué à plusieurs reprises pendant le match. Ils ont donné l'impression que l'Angleterre avait du mal à jouer. Ils ont bien joué. Ils ont maintenu la pression. Ils ont gardé leur discipline. Donc, c'était plutôt bien. Tu l'as. C'est bon, oui. Allez. Wow. Je pense qu'ils doivent presser un peu plus. Je pense que nous devons être un peu plus agressifs à l'intérieur de la surface de réparation. Je pense que nous n'avons pas pris assez de risques comme je l'aurais souhaité. Et donc, je pense qu'ils ont besoin de presser plus vers l'avant. L'énergie a commencé à faiblir vers la fin. C'est parce qu'ils ont fait des allers-retours à haute énergie. Donc, c'est le risque, n'est-ce pas? Lorsque vous y allez à fond d'un bout à l'autre du terrain, non-stop, éventuellement à la minute 85-88, ils ont tout de même réussi à conserver leur énergie, mais ils ont joué un peu trop conservateur à mon goût. Je suis originaire du Cameroun. Je supporte le Cameroun 100%, 200%. Mais aussi, je supporte les États-Unis parce que maintenant, c'est mon pays, c'est là où je suis maintenant. Les États-Unis contre le Cameroun, je vais supporter le Cameroun. Voilà, difficile souvent de faire un choix. Alors, les États-Unis justement, le Mexique et le Canada accueillent le prochain mondial en 2026. Team USA est jeune. Alors, coach Fofo, vous faites partie de ceux qui forment cette pépinière américaine. Est-ce que ce mondial qatari sert aussi de préparation pour 2026? C'était quelque chose que nous, à notre académie, on avait déjà commencé à annoncer. Et l'année passée, on a pu quand même faire entrer au collège 20 étudiants qui sont sortis de notre académie, qui sont rentrés au collège comme freshmen, mais qui jouent actuellement. Et je les ai fait savoir qu'il y a de fortes possibilités d'ici 2026 que vous faites partie au moins de cette équipe. Donc il faut rêver. Et rêver, c'est de travailler et continuer à travailler. Je crois que d'ici 2026, on aura la possibilité de voir au moins un enfant qui est de tous ceux qui sont placés cette année dans les collèges au niveau de notre académie, voir quelqu'un qui ne sait pas rentrer ou bien faire partie de cette équipe parce que il y a beaucoup eu de changements au niveau du football américain. Il y a 10 ans passés, ce qu'on voit aujourd'hui est totalement inéradicable. Donc le football aux États-Unis a
à percuter, à avancer. Et parce que aujourd'hui, les enfants veulent jouer et les enfants voient aussi ce qui se passe à l'Europe, en Espagne et autres, et ils veulent jouer. Absolument, coach Fofo, et on le constate d'ailleurs, vous formez cette pépinière américaine pour les années à venir. Sans doute, coach Fofo, je suppose que vous êtes un fou de foot, parce que vous êtes un mordu, bien sûr, du football. Alors, avec la complicité, bien sûr, de Nanit, je vais vous amener à la découverte de quelqu'un aussi qui aime le foot. Alors, pour aujourd'hui, pour ce deuxième numéro donc, je vous emmène à Lomé, au Togo, à la rencontre d'une folle de foot. C'est Misséou Ayele Natacha Diane, que notre correspondante sur place a donc suivi. Elle a suivi pour nous cette folle de foot. Suivez. Salut, je m'appelle Misséou Ayele Natacha Diane, j'ai 23 ans et je suis une folle de foot. Allez, top, c'est parti. Dans la vie, je suis assistante communication dans une structure de la place. Ma passion pour le football a commencé il y a 14 ans quand j'allais suivre les matchs avec mon oncle. Donc c'est de là que j'ai vu que ce sport était vraiment passionnant et j'ai commencé par connaître le nom des joueurs peu à peu. Et sans mentir, je dirais que c'est mon oncle qui m'a transmis cet amour fou que j'ai pour le Bayern et la Mannschaft. Alors ma passion se manifeste par la visite dans les lieux publics pour suivre les matchs, surtout étant la seule fille. Et je fais aussi des analyses et j'interviens aussi en tant qu'observatrice du foot à la radio. Et de surplus, je me mets sur le terrain pour mouiller le maillot. Alors, mon entourage pense que c'est fou d'un côté qu'une fille puisse s'intéresser autant au football et de l'autre, ils m'encouragent. Donc de là, ils me disent que bon, je pourrais devenir une grande consultante en matière de football. Et quand je réponds, pourquoi pas? Pour supporter mon équipe, ça je le dis, je suis prête à traverser n'importe quelle frontière, n'importe laquelle. Mon joueur préféré, c'est Kevin De Bruyne, le Belge, parce que c'est un joueur déterminé. Mon équipe préférée, c'est le Bayern en termes de club. Et en termes d'équipe nationale, je dirais la Mannschaft. Mon plus mauvais souvenir, c'est quand le Bayern a été éliminé par Villarreal la saison dernière en Ligue des Champions. Alors mon plus beau souvenir, c'est quand l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde en 2014 au Brésil face à l'Argentine. 1-0, but ultime de Mario Götze, si je me souviens bien, à la 123e minute. Voilà, le foot et la passion qu'il donne. Alors, très rapidement, chacun a 15-20 secondes. Bruno, je m'adresse à vous. On nous a retrouvés depuis notre studio à Paris. Qu'est-ce que vous retenez après une semaine de compétition au Qatar? Je pense que tout était très bien, l'organisation était très bien comme on pouvait s'y attendre de la part des Qatariens. Je pense que la France a tenu son rang, que le Brésil a été super et malheureusement on risque d'avoir perdu Neymar pour quelques matchs. Sinon c'est une belle Coupe du Monde intense avec de bons jeunes joueurs qui se révèlent. Merci beaucoup Bruno. Alors coach Fofo, vous également 15 secondes maxi. Qu'est-ce que vous retenez après une semaine de compétition? Mais je crois qu'il y a la joie, il y a malgré tout ce qu'on a eu, craindre qu'il n'y aura pas ce côté festivité de la Coupe du Monde qu'on n'a jamais eu partout dans le monde. Quand même on a vu les supporters d'abord vraiment heureux. Et ils sont là à supporter leurs équipes. Merci. Il y avait de l'ambiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Fofo. On va clore cette émission. Mais avant, je vous propose un calendrier très rapidement des oppositions à venir demain dimanche. 4 matchs au programme. Vous aurez les groupes E et F1 font leur deuxième sortie. Bien évidemment, l'Afrique garde un œil sur la rencontre Maroc-Belgique. Dans le groupe F, à suivre aussi dans ce groupe F, Croatie-Canada. Dans la poule E, Ragayardi, par sa victoire contre l'Allemagne, le Japon voudrait confirmer devant le Costa Rica qui veut faire oublier sa débâcle d'entrée 7-0 contre l'Espagne, bien sûr. Et à ne pas manquer, bien sûr, le choc entre l'Allemagne et l'Allemagne, bien sûr, et l'Espagne. Voilà, cette émission s'achève. À mes côtés, comme vous le voyez, bien sûr, Eric Manirakiza et Nanit Talani. Merci d'avoir été, bien sûr, des nôtres durant cette émission. À Paris, c'était Bruno. Et ici à Washington, coach Fofo. Au revoir.